Voilà, donc les collègues nous rejoignent. Donc là, on est sur une courte séquence durant laquelle on souhaitait vous présenter de manière un petit peu plus précise les principales lignes de notre programme électoral, de notre plateforme. Donc j'ai une partie de l'équipe nationale qui est autour de moi. Je ne vais pas redire tout ce que l'on s'est dit ce matin au moment de l'introduction et de l'inauguration du congrès. Mon propos est basique, c'est de vous dire que nous avons bâti ce programme de manière collective. Ce congrès est l'occasion de finaliser le travail de concertation. Et l'enjeu pour nous, il est extrêmement simple, c'est de gagner ces élections professionnelles. Point à la ligne. Et pour ce faire, évidemment, nous avons besoin d'avoir un programme solide, éprouvé et approuvé par nos collègues, et nous avons besoin de chacun de nos collègues, de chacun d'entre vous, pour le porter dans les établissements, dans les territoires. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait faire un petit focus aujourd'hui. Il y en aura un autre demain, me semble-t-il. Marie, voilà. Il y en aura un autre demain, de manière à pouvoir échanger au maximum en in ou en off. Voilà, c'est Catherine qui commence. Je crois que c'est moi. C'est Catherine Wasmer qui commence. Bien, merci Jérémy. Alors, le premier thème, c'est pour passer les diapos. D'accord. Le premier thème est celui qui consiste à faire un focus sur la nécessité de simplifier le système et de libérer les énergies. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer toute une après-midi, mais on va le faire en quelques minutes. En quelques minutes, de façon basique, en disant que le constat unanime qu'on peut tous tirer, c'est que les réformes se sont succédées à l'hôpital depuis plusieurs décennies et qu'elles se sont ajoutées les unes aux autres de façon pas toujours cohérente. Notre système est devenu complexe, il est devenu illisible, aussi bien en externe qu'en interne. Et que de ce point de vue, notre quotidien de cadre, de manager, devient de plus en plus compliqué et suscite même une forme de défiance des acteurs de terrain. Et donc, pour pallier à cette situation, l'idée est donc d'avoir un projet électoral, une plateforme qui s'appuie sur un axe qui est celui de simplifier le système et de libérer les énergies. Nous souhaitons que les réformes à venir permettent une fluidification du système qui soit basée sur l'autonomie, sur l'agilité, dans un cadre territorial, et qui intègre bien sûr l'ensemble des acteurs, des offreurs de soins, au-delà des querelles de chapelles traditionnelles. L'autre point concerne celui de la régulation du système, de la régulation financière, qui est un vrai enjeu. Chaque année, on le sait, les dépenses de santé augmentent de 4% par an, pendant que l'ONDAM augmente les meilleures années de 2,3, 2,4%, et que ça crée un gap qui nécessite vraiment un enjeu de régulation qui nous sorte de certains défauts du système de tarification actuel. Mais on veut que cela puisse se faire sans injonctions paradoxales. Des injonctions paradoxales qui nous amènent, par exemple, à entendre d'un côté qu'il faut absolument maîtriser la masse salariale et le titre 1, mais en même temps ne supprimer aucun emploi. Des injonctions qui nous demandent de fonctionner avec un niveau de performance proche de celui d'une entreprise et en même temps de faire face au plan grand froid, d'accueillir les migrants, d'accueillir les SDF la nuit. On a tout un tas d'injonctions paradoxales qui nous amènent à demander assez clairement d'arrêter une politique de rabot, où, par exemple, où on nous préempte chaque année nos économies, et d'avoir une vision à 10 ans du système, qui se décline de différentes façons, qui se décline sous l'angle financier, avec une transformation progressive de la T2A qui prenne mieux en compte les indicateurs de santé, qui prenne mieux en compte les indices populationnels, mais aussi qui permettent d'associer beaucoup plus et beaucoup mieux l'encadrement aux choix stratégiques. N'oublions jamais qu'on a face à nous des soignants, on a face à nous des médecins qui, du premier au dernier jour de leur activité professionnelle,
travaille face à la souffrance et à la mort et que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact par rapport à la façon dont ils appréhendent un certain nombre de choses. On a besoin qu'on remette le management au cœur des logiques institutionnelles. Le management, ça a été dit très bien à plusieurs reprises aujourd'hui. Finalement, le management, basiquement, c'est de la proximité et donner du sens. Et plus que jamais aujourd'hui, dans un système aussi complexe et illisible, on a besoin de ces éléments. C'est enfin encourager la représentation des patients à toutes les instances. C'est, je crois, un impératif profond, pas de façon cosmétique, comme ça a pu se développer ces dernières années, pas de façon artificielle, pas de façon alibi. Il faut qu'on ait des patients bien formés, qui comprennent l'ensemble des rouages, y compris techniques, y compris technocratiques de l'hôpital, parce que fondamentalement, ça correspond à la fois à un vrai besoin, c'est quand même pour eux qu'on travaille à la fin. Ça peut aussi correspondre de temps en temps à une quête de sens pour nous aussi. C'est-à-dire que même en CME, on finit par ne plus avoir des débats qui tournent autour du taux de marge brute, de la CAF nette, et beaucoup moins des modalités de prise en charge et de ceux pour qui on travaille vraiment. Le second axe de notre plateforme électorale, c'est celui du territoire. Le territoire, on en a parlé déjà beaucoup ce matin, on en reparlera encore demain matin. L'axe majeur, c'est celui de dire que le territoire est devenu vraiment l'échelle pertinente pour l'organisation de l'offre de soins. C'est une véritable opportunité pour l'offre de soins et ça doit devenir aussi une opportunité pour les parcours des professionnels. Aujourd'hui, le territoire, il est source d'inquiétude, d'incertitude pour beaucoup de professionnels qui se sont investis depuis la mise en place des GHT, mais finalement avant le territoire, on en parlait avant les GHT. Et c'est de trouver des solutions, des réponses à ces incertitudes et surtout d'en faire une véritable opportunité. Là aussi pour les patients et aussi pour les professionnels. Donc c'est permettre, concernant les GHT, c'est permettre d'en faire des outils véritablement stratégiques, pertinents et opérationnels. Le SMPS a déjà formulé plusieurs propositions, des propositions d'amendements, et a formulé beaucoup de contributions auprès des pouvoirs publics pour essayer justement d'apporter ces ajustements qui permettraient de fluidifier le dispositif. C'est aussi répondre à une problématique à laquelle le GHT, ou les GHT plutôt, ne répondent pas toujours, c'est celui de la proximité. Proximité qui doit être la problématique, enfin une coordination d'acteurs de santé, médico-sociaux, sociaux, mais aussi, on en parlait ce matin, les élus, la place des élus, la place des patients, dans le territoire et donc de coordonner l'ensemble de ces acteurs pour formuler une véritable réponse de territoire sur des bassins de santé. Guillaume parlait juste avant de responsabilité populationnelle, c'est vraiment de ces bassins de santé dont on parle. C'est aussi... le SMPS formule des propositions pour associer le secteur social et médico-social qui aujourd'hui reste en marge des GHT ou alors est intégré par défaut parfois. Là, c'est construire une véritable stratégie pour le secteur social et médico-social, mais ouvrir une boîte à outils aussi pour leur permettre d'intégrer les GHT lorsque cela est pertinent, construire un groupe médico-social lorsque cela est pertinent et adapter finalement avoir une panoplie d'outils pour adapter les réponses aux réalités locales. Je l'ai dit, le territoire est source d'inquiétude et d'incertitude. Il faut faire du territoire une véritable opportunité pour les professionnels, construire des parcours sur le territoire, construire des perspectives autour de ce territoire. Donc c'est assurer une véritable gestion et un accompagnement des professionnels au niveau du territoire, au niveau national, bien sûr, et créer du sens, créer des perspectives pour les professionnels. Et c'est enfin valoriser les initiatives collectives aussi pour favoriser l'émergence de projets, de projets locaux qui doivent être portés au niveau du territoire et mis en avant, valorisés au niveau du territoire.
Alors le troisième message clé qu'on a souhaité mettre en exergue dans notre programme, c'est un message qui tourne autour de la question de la création de la valeur et de l'innovation. Il y a plusieurs manières de présenter ça. La première, c'est peut-être de dire qu'évidemment, dans la société, les établissements hospitaliers sont impactés comme partout ailleurs par les innovations technologiques comme le big data, l'intelligence artificielle, la robotisation, et que donc plutôt que de la subir, ces établissements, les managers de santé doivent se les approprier, les mobiliser au bénéfice des patients évidemment, et puis de l'ensemble de nos organisations. Première manière de poser le sujet. La deuxième, elle consiste à dire qu'au sein de nos établissements, les managers de santé et les établissements en eux-mêmes sont des créateurs de valeur. Le dynamisme de nos équipes, la volonté de toujours mieux prendre en charge nos patients, nous pousse à l'innovation technique, à l'innovation organisationnelle, processus qu'on doit mieux maîtriser pour pouvoir mieux le valoriser. L'innovation, c'est évidemment un élément de dynamique interne dans nos établissements. Voilà. La troisième manière de poser le sujet, c'est aussi de dire, et j'en finirai là dans les motivations de ce thème, que nos établissements sont des acteurs incontournables dans les écosystèmes territorialisés d'innovation. Notre poids économique, notamment en termes d'emploi, est bien connu, mais on a un rôle bien plus large. On doit beaucoup mieux faire reconnaître notre rôle aux côtés des entreprises, des autres acteurs locaux, dans toutes les relations de coopération, de complémentarité dans lesquelles nous sommes engagés dans le cadre des dynamiques locales d'innovation. Donc dans ce contexte-là, au SNPS, on propose un certain nombre de mesures que vous retrouverez dans le programme, notamment de définir une politique pluriannuelle d'innovation en santé qui associe l'ensemble des acteurs, parmi lesquels évidemment les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. On propose également de mettre en réseau la recherche, notamment la recherche clinique, et territorialiser la recherche, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu parce qu'on est là au cœur de nos missions, c'est-à-dire celle qui consiste à apporter au bénéfice de tous les patients, y compris en proximité, les dernières innovations thérapeutiques pour les traiter. Deux derniers éléments, la question de la responsabilité sociale des entreprises digitales, j'en ai parlé, hein, l'idée de faire de l'ensemble de ces innovations technologiques qui nous tombent dessus des opportunités pour revoir nos organisations et améliorer notre effet dans la société, donc la création de valeur qu'on peut y représenter. Enfin, je dirais faire reconnaître notre rôle, parce que ça c'est vraiment important, je crois. C'est un élément de valorisation interne, mais aussi externe au sens économique, sonnant et trébuchant du terme. Faire reconnaître notre rôle dans l'écosystème d'innovation dans lequel on est engagé dans chacun de nos territoires. Voilà. Dans la continuité des propos de Ronan sur la question de la valeur, finalement de la chaîne de valeur, ce qui est opportun, c'est de se poser la question finalement, et on a entendu les différents débats ce matin, poser la question finalement de cette perte de confiance, et finalement voilà, on a finalement pris conscience de cette crise de confiance entre les différents acteurs, que ce soit les responsables médicaux, les responsables des différents établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, et évidemment la nécessité pour le SNPS de porter un message qui soit clair, un message d'action qui porte d'abord, dans la continuité du mandat précédent, la nécessité d'agir sur les conditions d'exercice, mais également les conditions de rémunération de l'ensemble des acteurs de la chaîne de fonctionnement de nos établissements, et en insistant évidemment sur l'individualisation du positionnement des acteurs. Cet élément complémentaire, il est aussi de travailler à la conclusion avec l'ensemble des partenaires qui agissent
pour faciliter les conditions d'exercice. Le CNG en fait évidemment partie, pour garantir ce management apaisé qui est celui nécessaire dans nos différents établissements, et d'apporter également les conditions matérielles à la hauteur des responsabilités qui sont confiées aux acteurs. Le CNG a un rôle, évidemment, puisque nous insistons au SMPS sur la nécessité de réaffirmer la gestion paritaire des corps de direction, notamment en rénovant les missions du Centre national de gestion qui s'amorcent, mais sur la nécessité de l'accompagnement professionnel, sur la détection et la gestion des potentiels, pour garantir une logique de parcours à l'ensemble des acteurs du monde hospitalier et médico-social. Finalement, les 3 points qui ressortent, c'est la question du sens, la question de la reconnaissance également. Et donc cette reconnaissance, elle peut être dans l'attractivité du parcours, mais elle peut être aussi dans la nécessité d'accompagner et de garantir une politique de domination dans les emplois qui sont à responsabilité, en garantissant la transparence, l'équité, qui sont chères à nos valeurs au SMPS et qui sont nécessaires pour privilégier toujours, et dans la plupart des hypothèses, l'expérience et la légitimité à porter et à assurer des responsabilités en dehors de toute autre considération. Évidemment, ça implique d'avoir un travail sur la question de ces critères, et c'est une démarche qui est engagée dans la continuité du mandat qui est celui qui a été porté par le SMPS depuis les dernières élections professionnelles. Mais on sait que dans la situation où on est, la reconnaissance, elle passe aussi par l'appui dans des situations de conflit, de reconnaître qu'il y a des situations parfois qui ne sont pas apaisées sur le terrain et sur lesquelles on doit accompagner, tant en termes de formation, d'outils opérationnels, pour favoriser la conciliation, des formes de conciliation ou des formes de médiation à différents niveaux. Et ça, c'est un élément nécessaire et qui rassure l'ensemble des professionnels. Et donc, c'est finalement ce 3e point qui est finalement l'assurance ou la sécurité dans les conditions d'exercice, avec la nécessité d'apporter une garantie pour promouvoir l'égalité professionnelle aux différents acteurs, mais également promouvoir les différentes modalités d'exercice dans notre corps, et favoriser évidemment la formation pour se sécuriser dans son exercice professionnel au quotidien, en appuyant les directeurs et les cadres qui ont des responsabilités importantes au sein de nos différents établissements. Merci. Alors, le 5e axe va forcément recouvrir beaucoup de choses qui ont été dites, mais dans la notion d'accompagnement de l'ensemble des professionnels tout au long de leur carrière, nous pouvons déjà faire un constat. Jérémy l'a dit ce matin, nos contextes d'exercice sont inédits. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas atteints du syndrome du « c'était mieux avant », mais nous disons ensemble, aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi est-ce différent ? Si on veut détailler dans le secteur médico-social, l'impact du vieillissement et l'inadaptation des modes de financement forment un télescopage qui fait que les professionnels ne savent plus donner une réponse adaptée aux demandes légitimes d'une population. Hiatus, difficulté à s'adapter et encore une fois à trouver du sens. Dans le monde hospitalier, nous vivons quelque chose de particulier depuis la mise en place des GHT. Les GHT, c'est une chance pour l'organisation du service public hospitalier. Mais pour l'instant, la donne territoriale ne se fait pas individuellement en faveur de l'épanouissement professionnel de l'ensemble des directeurs et cadres qui y sont engagés. Donc, dans ce dispositif-là, bien sûr, il y a la nécessité de travailler sur les volets statutaires, sur les volets de reconnaissance, je dirais, dans nos statuts, et avec les volets évidemment indemnitaires, indiciaires, que nous défendons ardemment et que nous continuerons à défendre sur ce mandat. Mais il y a aussi cette notion d'accompagnement qui peut faire penser à du cocooning, mais qui est plus que ça. L'accompagnement, c'est une notion qui maintenant est inscrite dans un certain nombre de textes et qui démontre bien que l'ensemble des professionnels que nous sommes, pour que nous puissions rester acteurs des réformes que nous avons toujours engagées, suscitées, le SMPS a toujours été précurseur, on l'a dit là aussi, de beaucoup de ces évolutions, eh bien nous devons aussi
pouvoir nous appuyer sur des outils qui nous permettent de réinterroger nos compétences tout au long de nos carrières, d'être accompagnés dans les situations de difficulté, et il faut pour cela aussi que les statuts soient adaptés, mais aussi, et on a commencé à l'évoquer, bénéficier, c'est une mesure forte que le SMPS souhaite porter, une rénovation profonde des dispositifs de formation, initiale bien sûr, mais continue. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il est très difficile pour un cadre ou pour un directeur de pouvoir bénéficier des dispositifs qualifiants de haut niveau, de formation tout au long de sa carrière. Pour un directeur d'établissement médico-social qui a déjà un tout petit budget pour son établissement, demander l'inscription à un MBA à 15 000 €, c'est du domaine du rêve. Donc c'est un cas pratique pour vous montrer que nous avons fort à faire. Et dans ce cadre-là, nous allons faire des propositions concrètes de réforme des dispositifs de formation. Ça devra toucher bien entendu au statut de la NFH, ça devra toucher à la mobilisation de structures spécifiques au niveau national. On l'a dit tout à l'heure pour la médecine du travail, mais c'est aussi vrai pour les missions du CNG. Nous souhaitons capitaliser tout ce que nous avons pu co-construire avec le CNG depuis 10 ans pour les 3 corps de direction, mais pour aller plus loin, pour avoir une véritable gestion des compétences, gestion des potentiels, gestion des ressources humaines de haut niveau dans la fonction publique hospitalière, pour que nous puissions tous bénéficier de ces dispositifs-là. Et ce n'est pas parce que c'est un dispositif national que ça ne doit pas se décliner sur les corps à gestion locale. La formation régulière de l'ensemble des cadres de proximité est aussi une clé d'évolution de nos institutions. Et là aussi, nous souhaitons qu'un volet spécifique dans le cadre d'un contrat d'amélioration des conditions d'exercice au niveau national puisse être déployé, puisse être négocié avec les pouvoirs publics dans ce sens. Et enfin, il faudra pouvoir enfin sortir de ce que l'un de nos anciens présidents appelait le syndrome du tiers-état de la fonction publique, qui est de considérer que la fonction publique hospitalière est moins bien enclenchée dans la constitution des viviers, la détection des hauts potentiels et la valorisation des passages en interfonction publique. Et nous souhaitons vraiment nous battre auprès des différentes instances, auprès du ministère de la fonction publique et auprès de nos différentes autorités de tutelle pour que, enfin, chacun d'entre nous puisse trouver les modalités de développement d'une carrière la plus épanouie et la plus construite possible. Voilà ce que nous vous proposons dans l'ensemble de notre plateforme. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y a des questions, des demandes de précision, ou des contributions, même des réactions à ce que nous venons de présenter ? Il n'y a plus de micro. Est-ce qu'il y a le micro là-haut ? Bon, bah, c'est moi qui distribue le micro, alors. Oui. Tout d'abord, je voulais vous dire que je trouve tout ça très alléchant, très stimulant. Enfin, c'est bien. La plateforme est motivante, donc c'est encourageant. Moi, j'avais 2 choses à faire observer. Une observation qui porte sur l'innovation, finalement, la création de valeur, c'est qu'on a été formé à la conformité. C'est ça notre ADN de départ, quand même. Même si nos grands anciens ont toujours innové. C'est ce qu'on aimait à l'hôpital, c'est ce qu'on aime toujours à l'hôpital, c'est cette autonomie, malgré tout, qui demeure, et cette créativité aujourd'hui qui devient une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour être en avance sur les contraintes du système. Et donc ma question c'est, il va falloir réfléchir, je n'attends pas forcément de réponse, mais je pense que c'est un sujet, il faut réfléchir à l'adaptation de notre formation pour qu'on soit formé à l'innovation. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui existent, de coworking, etc., il y a des formations spécifiques sur l'innovation. Le moment est venu. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose porte sur le point qu'évoquait Catherine, le dernier. C'est effectivement le sujet du développement personnel. Et je suis persuadé qu'au moment où on vit, ça va au-delà de l'hôpital, le point de jonction entre la création de collectifs, ce qui est notre boulot quand même dans
dans les fonctions qu'on occupe. Et puis l'individualisation croissante, c'est effectivement le développement personnel. Et ça consiste, et on l'a fait par le passé, peut-être faut-il l'accroître, à se demander ce que peuvent devenir les gens à 5 à 10 ans, quel est leur développement. Alors là aussi, nos grands anciens, il y en avait beaucoup dans nos anciens, dans les tribunes qui nous étaient proposées, l'ont toujours fait en fait. Ils ont toujours cherché à développer leurs collaborateurs, mais en effet, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut industrialiser aujourd'hui. Et avec des portages plus ambitieux, parce qu'il faut pouvoir en effet imaginer, tu parlais d'un MBA, il faut pouvoir imaginer d'envoyer des gens à l'étranger. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on ait une vraie capacité à comparer évidemment les systèmes de santé, je pense qu'on sera tous d'accord, sauf que pour ça, il faut les moyens de le faire. Et donc, il faut, moi je le considérais comme souhaitable qu'on projette des gens dont c'est le projet à l'étranger pendant plusieurs mois, de façon à faire un travail de fond et à revenir avec une comparaison possible et une capacité à enrichir le collectif. Merci Philippe de ces aspects toujours visionnaires, parce que tu nous as toujours aiguillonnés sur ce point. On est complètement d'accord là-dessus. On a vraiment besoin que l'État adopte un principe de réalité là-dessus, c'est-à-dire que nos formations initiales, je parle des formations même universitaires, ont complètement évolué en 15 ans. Les étudiants, effectivement, vont quasiment tous à l'étranger pendant leur formation d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur des stages, sur des expériences personnelles, sur des années de césure et autres, ou vont dans des univers professionnels différents. On a un point de réjouissance, c'est que si on regarde les lieux de stage des élèves directeurs sur le stage extérieur, c'est d'une diversité absolue. C'est au siège d'Euro Disney, c'est dans les hôpitaux américains, c'est chez Médecins du Monde, etc., etc. Donc cette créativité, cette innovation, elle est là. Et comme tu le dis, il faut maintenant qu'on convainque l'État de structurer les outils qui permettent dans notre statut de le faire vivre et qui permettent que ça s'insère très correctement dans notre carrière. Parce qu'il faut le dire aussi, pour les collègues qui sont allés ou qui sont... il y en a toujours un parmi nous qui y est. Là, en ce moment, c'est Nicolas qui est en détachement. Les collègues qui ont fait des détachements ou des dispos, leur expérience n'est pas suffisamment valorisée ou incrémentée dans la progression de leur carrière. Donc c'est ce mix effectivement qui doit nous permettre, comme tu le disais, de standardiser des expériences individuelles en dispositifs actifs de dynamisation du corps. Les grands groupes y sont, hein. Tous les grands groupes maintenant forment leur cadre, ont des écoles spécifiques intégrées de formation spécifique dans leur structure de pilotage et en font une dynamique de l'entreprise. Donc tu as complètement raison là-dessus. Il y avait une question là-haut. 2, 3 même. Jean-Yves Delanoë, je suis directeur honoraire, consultant et puis plus récemment coach. J'ai accompagné pendant plusieurs années des projets de maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, ce mouvement prend une ampleur dont vous avez sûrement eu des échos, appuyé aussi bien par le ministre que par le président de la République ou le Premier ministre. Le marché est en pleine ébullition. Il y a énormément de textes nouveaux sur le travail d'équipe. Il y a une convention pluriprofessionnelle avec l'assurance maladie qui est extrêmement positive et qui pousse à la constitution de ces maisons de santé. Et il y a également la création de commissions interprofessionnelles de santé territoriale. On a eu un long discours sur les territoires. Qu'en est-il de la relation avec les médecines de ville, avec ces maisons de santé qui sont souvent au cœur des commissions territoriales parce que ce sont les seuls qui peuvent dégager du temps, du secrétariat et de la coordination. Voilà ma question. Non, tu as complètement raison, c'est un des enjeux majeurs de demain. Même pas de demain d'ailleurs, d'aujourd'hui. La relation avec la ville est un des nouveaux champs qui s'est ouvert. Alors, il y a plusieurs difficultés. D'abord, on est dans une plateforme électorale. Donc, quelle est la place qu'on réserve exactement à cette partie-là? Deuxièmement, la difficulté est qu'il y a autant de modèles de relations ville-hôpital qu'il y a de territoires. Moi, à titre tout à fait personnel, nous, on a créé un modèle de création de centres de consultation et de soins urgents mixtes ville-hôpital qui serait renié par au moins 50% des libéraux. Donc, établir un modèle sur cette voie-là, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le rôle d'une plateforme électorale. Par contre, pousser l'ensemble de nos collègues à avoir une vision qui sort d'un hospitalo-centrisme qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être, ça, oui. Alors, on ne l'a peut-être pas forcément indiqué aussi clairement dans la plateforme. Peut-être que dans les déclinaisons et des développements ultérieurs, il faudra sans doute le faire. Mais le groupe des 26 est typiquement une façon dont on a essayé de saisir les choses pour rester sur notre cœur de cible, sur nos adhérents, qui sont d'abord des hospitaliers,
et des cadres de toutes les parties, tout en l'ouvrant à des publics un peu nouveaux pour essayer de brasser les idées et en retirer ce qu'il y avait à retirer pour nous et pour notre syndicat. Bonjour, Zaina Bakar, je suis cadre supérieur de santé au centre hospitalier de Mayotte. Ma question est comment se décline l'action syndicale au niveau de l'outre-mer? Parce qu'à travers les différentes interventions depuis ce matin, je perçois clairement qu'on a vraiment des problèmes très spécifiques au niveau des territoires d'outre-mer. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une action ou un dispositif spécifique à ça, ou est-ce que c'est envisageable? Oui, merci. Je me permets d'intervenir sur ce sujet parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Nous avons, avec l'équipe nationale, effectué des déplacements très réguliers dans les départements et les territoires d'outre-mer. Alors, il est vrai qu'à Mayotte, on n'a pas pu y aller pour des raisons d'organisation. On a travaillé avec les collègues de ces départements et de ces territoires un programme spécifique qui tient compte des réalités et des conditions d'exercice elles-mêmes très spécifiques et également des enjeux d'articulation avec les carrières qui se déroulent en métropole, à la fois sur des formats meilleure articulation, formation, trajectoire professionnelle, et puis sur les parcours professionnels entre la métropole et les départements et les territoires en question. Alors, c'est pas la même approche, évidemment, selon qu'on parle des catégories directeurs qui, par hypothèse, sont dans des logiques de mobilité qui tiennent à leur statut, ou si l'on parle des professionnels de la ligne de management, donc encadrement supérieur, ingénieur et attaché. Donc je vous invite à regarder tout spécifiquement la partie outre-mer de notre programme, qui donc a été élaboré en concertation, qui existe, et naturellement, s'il y a des compléments, des ajustements, des précisions, on sera très heureux de les intégrer. Mais à la question, y a-t-il une composante outre-mer? La réponse est oui, avec des lettres majuscules. Il y a une composante outre-mer qui nous tient extrêmement à cœur et qu'on a travaillé avec les collègues. Et Jérémy, tu peux rappeler la présence des secrétaires régionaux, qui sont nos premiers relais localement, bien évidemment dans toutes les régions, mais je crois que Laurent est parmi nous, notre secrétaire réunion. Il m'a semblé, Laurent, bien l'apercevoir. Ah, mais ils viennent quitter la salle. Mais en tout cas, voilà, les secrétaires régionaux, ce sont les premiers relais localement pour déployer nos actions auprès des collègues. Et ensuite, comme l'a dit Jérémy, notre action en relais, et ensuite le volet spécifique qui a été rappelé. Peut-être encore une question et après on s'arrêtera là pour un petit temps de pause et reprendre après nos échanges en espérant de ne pas trop créer de frustration. Je serai court. Jérémy Vito, délégué retraité. Je profite de l'occasion qui m'est donnée. J'avais un crédit de sortie de 2 jours. Il se termine ce soir. Je ne pourrais pas être avec vous demain. Je suis désolé. Non, je plaisante, bien sûr. Je voulais dire, pour ceux d'entre vous qui voient se profiler une nouvelle vie, celle de l'après, que pour la première fois, sans doute, depuis qu'on fait des plateformes électorales, on a prévu un paragraphe assez élaboré, quelque chose d'assez élaboré autour de la problématique des carrières, des fins de carrière et de l'utilité de la transmission des savoirs. Voilà, je voulais vous le dire. Aller jusqu'au bout de la lecture de la plateforme, c'est toujours en queue de programme que l'on place les retraités. Mais vous avez tous en tête ce qu'avait dit au moment des élections européennes il y a quelque temps, l'ancien maire de La Rochelle disait que dans les langoustines, ce qui était le meilleur, c'était la queue. Et les retraités, même s'ils sont à la fin, même s'ils sont traités, c'est pas de moi, c'est pas de moi, c'est un Vendéen célèbre, mais c'est pas de moi. Voilà, on évoque le compagnonnage, c'est-à-dire la possibilité de transmettre, d'accompagner,
de participer de la connaissance, du partage de la connaissance, de la transmission des savoirs. On est un peu dans la problématique qu'évoquait tout à l'heure Philippe El-Saïr sur l'ambition, l'innovation, la capacité. On a quelque chose sur la revalorisation des pensions. On a quelque chose sur le déplafonnement de la retraite additionnelle. C'est le sujet qui va aussi être un sujet de mandat, celui de la réforme des retraites, qui sera un vrai sujet. Et puis le coaching aussi, parce que je crois qu'on peut aider les uns et les autres à trouver le sens ou à le donner dans cette difficile problématique managériale qui est la vôtre. J'en profite pour dire que moi, je suis disponible. Hein, je peux aller à Mayotte, vous aider à mettre en place tout ça. Vraiment, hein, je peux me libérer. Merci beaucoup Jean-Rémy. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. On vient de vous présenter la plateforme politique et stratégique, doctrine politique du SMPS de façon très synthétique, bien entendu, c'est l'exercice qui l'impose. Mais demain, nous présenterons tout ce qui est mesures catégorielles, intercatégorielles, et vous aurez le vendredi, enfin demain après-midi, chaque atelier catégoriel qui reprendra vraiment en détail ce que nous proposons pour chacune des catégories, bien entendu. Voilà. Je vous remercie et donc je vous invite à une courte pause avant donc de reprendre nos échanges sur la recherche et l'innovation.